Madame de Chevigny, directrice de recherche au CNRS, émérite. Merci beaucoup de cette opportunité de vous parler un peu des activités dans le défi 5 et en particulier des activités de conseil en amont de la définition des work programs. Le schéma était très clair. Horizon 2020 dessine un cadre et puis il doit être mis en œuvre dans des work programs, dans des programmes de travail, et c'est à ce niveau-là qu'on va intervenir. Alors, c'est un petit peu ce qui vient d'être dit, mais pour le redire, on a donc ce programme Horizon 2020 qui a été défini, programme spécifique au départ, et puis ça a été conjugué en programme de travail à 3 niveaux. Ça a été fait pour 2014-2015, 2016-2017 et maintenant est en train de sortir, d'être préparé 2018-2020. Donc c'est un peu à ce point-là qu'on se trouve. Et donc nous, on conseille la Commission sur la mise en œuvre de cette espèce de philosophie générale, enfin de cadre général, d'un point de vue pratique. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau dans Horizon 2020. Il n'y avait pas de structure organisée de ce type-là pour FP7, pas d'advisory group. Il est important de voir qu'on n'est pas seul, je vais le redire probablement plus tard, mais on n'est pas seul à conseiller la Commission. Il y a des groupes d'experts, il y a qui peuvent être spécifiques sur tel ou tel point. Si la Commission veut clarifier tel ou tel problème, peut instaurer un groupe d'experts en plus. Il y a toute une série d'enquêtes qui sont faites au fur et à mesure sur qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui n'a pas été couvert, etc. Et puis, il y a toutes sortes d'autres sources de type présence de la Commission, participation de membres de la Commission à des colloques, par exemple, ce qui va les informer sur des thèmes importants, l'évolution des difficultés, etc. Un petit peu le contexte que nous a donné la Commission pour ce travail. Je vous précise que moi je suis dans ce groupe d'experts depuis le début, donc on a dû être institué au début 2014, si mes souvenirs sont bons. Donc il y a eu un premier mandat de 2 ans, et moi j'ai été renouvelée pour un deuxième mandat de 2 ans, mais il y a eu un certain turnover. Et notre mode de travail a évolué. Au départ, évidemment, le programme a commencé très vite et notre rôle a été relativement faible. On avait des grands thèmes, par exemple, et puis on spécifiait comment est-ce qu'il fallait les conjuguer, mais les thèmes étaient définis au départ. Et puis petit à petit, notre travail se met en route et par exemple, dans le programme qui vient, on a pu définir nous-mêmes nos thèmes et pas simplement conjuguer des thèmes qui avaient été prédéfinis. Alors, tout ça se fait dans un contexte où la Commission, et ça a été dit peut-être de manière un petit peu différente tout à l'heure, la Commission avait des priorités extrêmement claires qui étaient « on veut résoudre des problèmes d'emploi et de compétitivité de l'Europe ». Ça, c'était vraiment extrêmement mis en avant et ça se déclinait par le fait que le Horizon 2020 était censé trouver des solutions. Et c'est ça ce qui est sous-jacent au fait que c'est moins orienté académique et beaucoup plus mise en œuvre pratique. Avec évidemment une espèce de débat permanent, c'est si on ne continue pas à faire de la recherche fondamentale autour de toute une série de questions, on ne va pas avoir les éléments nécessaires pour mettre en œuvre des solutions. Et donc il y a toujours une tension, est-ce que comment garder suffisamment de ressources pour la recherche fondamentale tout en permettant la mise en œuvre des solutions. Alors les choses ont changé un tout petit peu avec la dernière commission qui vient d'être, ça fait plus d'1 an maintenant, installée. Et le commissaire a ouvert d'une certaine façon un petit peu les priorités, ce qui fait que cette année, on a rajouté dans nos grandes priorités l'emploi et la compétitivité qui restent absolument présents, mais fairness, équité, je l'ai traduit, mais c'est à peu près ça, une question de justice sociale probablement qui est un peu sous-jacent, et de changement démocratique. Et le slogan de Carlos Moedas, le commissaire, est
science ouverte, innovation ouverte et ouverture sur le monde. Et l'idée là, telle que moi je le décode, c'est qu'il y a une demande justement d'ouverture à la société civile, d'où changement démocratique, enfin des changements qui soient d'ordre démocratique, hein, c'est ça que ça veut dire. Ouverture à la société civile, ouverture au monde, qui veut dire qu'il y a une grosse priorité donnée à l'international et grosse priorité à, évidemment, ouverture à l'industrie, ça existait déjà, mais d'où par exemple cette demande de présence de la société civile. Donc, un petit mouvement quand même à l'intérieur d'Horizon 2020, tel que je le vois avec le changement de la commission. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. On est un groupe de conseil bien institué, mais il y a plein d'autres voies. Ça nous est dit dès le départ, hein. Ça a toujours été complètement clair. Alors, il y a, juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne, il y a des groupes de conseil ainsi pour tous les défis, mais aussi les différents, pour le programme Marie Curie, pour les LEIT, les FET, etc. Enfin, tous les différents programmes des 3 piliers d'Horizon 2020. Et puis, il y a 2 groupes de conseil transversaux. L'un qui est sur le genre, qui est formé d'une personne venant de chacune des AG, des autres groupes de conseil, et qui a comme point d'attention de faire attention aux questions de genre. Et ça, je prends juste une minute là-dessus parce que c'est très important, hein, c'est quelque chose qui est très présent, auquel il faut faire attention. Et je crois que ça vaut le coup de voir comment la Commission a évolué dans sa prise en compte de cette question. La Commission était très active dans le domaine très tôt. Hein. Si on s'occupe de genre en France, c'est à cause de la pression de dans la recherche, c'est à cause de la pression de la Commission, hein, dès le début des années 2000. Et dans un premier temps, il y avait une approche qui était plutôt comment aider les femmes dans la recherche, hein, dans leurs questions de carrière. Ensuite, il y a eu une deuxième étape, donc c'était un peu ce qu'ils disent à arranger les femmes, à réparer les femmes, quoi, fix the women. Et puis, une deuxième étape qui était arranger les organismes, qu'ils soient industriels ou universités ou autres, donc les aider à porter des programmes de ressources humaines en quelque sorte à l'intérieur de leur structure. Et maintenant, il y a une nouvelle position qui est quand même assez importante et qui est très fortement soutenue, c'est l'idée de prendre en compte le genre ou le sexe, quand c'est plutôt des questions biologiques, et le genre quand c'est plutôt des questions sociales, dans la recherche. C'est-à-dire faire en sorte de prendre en compte. Alors ça peut être physiquement, on évoque toujours l'exemple des ceintures de sécurité, ça peut être physiquement, ça va être le sexe, homme ou femme, avec des questions de morphologie, mais ça peut être des questions sociales, pour aller prendre un stéréotype, hein, quand vous avez des images satellites de la Terre, on dit toujours, hein, ça je crois que c'est pas soutenu par la recherche, mais on dit toujours que les femmes lisent moins bien que les cartes que les hommes. Alors peut-être que c'est quelque chose à prendre en compte, au moins il faudrait peut-être se poser la question dans la recherche, peut-être qu'on pourrait redémontrer que c'est pas vrai, mais c'est quelque chose, si vous avez des services climatiques d'imagerie, c'est peut-être quelque chose à prendre en compte. Bon, il y a des exemples plus subtils, ça je voulais en prendre un qui était bien gros. Et donc c'est extrêmement important. Il y a une très forte pression pour que cette variable ne passe pas à la trappe dans la recherche. Donc ça va être quelque chose qui est très important. Et l'AG Genre a pour travail d'essayer de sortir dans chaque groupe de conseil des exemples concrets, hein, vu les priorités qu'on a sorties, et où est-ce qu'il faudrait penser à introduire cette question. Alors, et puis on a une autre science avec et pour la société qui est tout ce qui est d'ordre éthique, tout ce qui est participation de la société civile, etc. Et même idée, transversalement, ils essayent de faire en sorte que ça rentre bien dans les programmes de travail.
Donc on est une quarantaine de personnes, je précise qu'on n'est pas rémunéré, contrairement aux autres travaux d'expertise de la commission, là c'est une différence, et on vient nous demander une déclaration d'intérêt, d'expression d'intérêt, de conflit d'intérêt possible, très détaillé. La composition est très diverse. Il y a des chercheurs, il y a des industriels, des ONG, des gens de collectivités territoriales, et c'est un groupe extrêmement intéressant. Alors notre groupe fonctionne extrêmement bien, avec une grande écoute, tout le monde a trouvé ça extrêmement intéressant de croiser finalement des gens qu'on ne rencontre pas toujours. Je crois qu'il y a certains groupes qui ont un peu moins bien fonctionné, mais nous, il y a une très grande ouverture, une très grande attention. Alors, j'en ai dit 2 mots, mais moi j'ai travaillé comme physicienne pendant d'assez nombreuses années, puis ensuite comme sociologue, et d'où ma double casquette, double expérience plus exactement, parce que je n'ai pas gardé la première casquette, est un apport dans ce genre d'arène. J'ai, comme je vous l'ai dit, travaillé sur l'environnement, et puis ça fait très longtemps que je fais des expertises à différents niveaux, expertise d'évaluation de propositions, mais aussi expertise après coup, groupe d'experts, j'ai été président d'un groupe d'experts, etc. Bref, j'ai une assez longue expérience de travail avec la commission. Et ma position, mon rôle en quelque sorte, adopté dans ce groupe, c'est d'essayer de travailler à l'intégration des SHS dans les programmes de travail et d'essayer de voir où et comment ça peut apparaître. Les SHS n'étant pas que de l'économie, et ça c'est un élément extrêmement important que la Commission n'attrape pas toujours à 100% une composition des advisory groups. Il est clair que l'économie qui travaille de manière quantitative a l'air plus facile d'accès pour beaucoup de sciences dites dures. Or, il n'aborde qu'une partie des problèmes, une partie des questions qui peuvent se poser, des difficultés qu'on rencontre pour la mise en œuvre de contrôle du changement climatique ou n'importe quoi. Bref, il faut absolument voir ça de façon plus large. Et donc moi, mais je ne suis pas seule, dans le groupe, on doit être 6 ou 7 personnes à venir des SHS. On a plutôt cet apport-là, et je fais partie du groupe transversal. Alors, vous avez probablement vu nos priorités thématiques que nous avons sorties cette année. Je vous les rappelle rapidement. Donc, c'est les thématiques dont on dit, nous, qu'il faudrait qu'ils rentrent dans le programme de travail. On verra bien ce que la Commission en fait. Il n'y a aucune obligation qu'elle le retienne. Mais nous, on avait mis en avant l'action climatique après COP21, la COP21 aidait à la mise en œuvre de ça, l'économie circulaire qui était déjà, les villes, mais aussi les zones rurales. On ne voulait pas faire un truc qui coupait les villes des zones rurales, elles sont liées, les unes alimentent les autres, etc. Innovantes et résilientes, bien sûr. Et c'est là où on se sent un peu mal à l'aise dans notre limitation action climatique et environnement, on voit bien qu'il y a toute une série d'autres défis, si vous voulez, qui sont en lien. Donc nous, on avait suggéré qu'il y ait quelque chose qui rejoigne l'eau, l'alimentation et l'énergie. On aurait pu quasiment mettre la santé, parce qu'on a un peu ce même malaise vis-à-vis de la santé qui est censé... Les problèmes de santé liés à l'environnement sont du ressort de la santé. La santé, ça nous intéresse moyennement. Je vais dire un petit peu rapidement. C'est mon domaine, c'est tout à fait. Oui, et on était embêtés. Bon, on n'a pas mis là, mais on est embêtés. Hein. Et puis, une espèce de problème général qui est un peu transversal à ça, c'est comment mettre en œuvre le changement. Comment faire en sorte que les choses bougent, parce que tout le monde sait, en particulier autour de questions de changement climatique, mais c'est pareil pour les ressources, tout le monde sait à peu près ce qu'il faudrait faire, et puis ça n'y va pas. Donc, travailler sur comment faire en sorte pour que ça se mette en route. Et juste quelques éléments qu'on gardait, nous, on ne les a pas listés, mais c'est un peu plus large, si vous voulez. Là, je vous ai donné nos topics, mais un peu le cadre général qu'on avait, c'était évidemment la COP21 qui avait lieu pendant que nous on travaillait, les Sustainable Development Goals, c'est
Merci, objectifs de développement durable, qui sont quelque chose au niveau global, international, des Nations Unies, qui sont aussi une espèce de cadrage large, global, international de ces questions-là. Comme je vous disais, en fait, le changement, donc tout ce qui est arrivé à faire en sorte que, comme petite expérimentation, change d'échelle et devienne plus large, d'où on verra probablement beaucoup d'attention à des projets démonstrateurs. Essayer de faire en sorte on essaye ça, mais on n'essaye pas ça avec un tout petit truc, mais disons une ville entière, une région entière, ou 10 villes, ou quelque chose comme ça. Attention au SHS. Alors, il y a une évaluation faite de la manière dont le défi 5, les propositions ont pris en charge des questions des SHS à l'intérieur des appels où c'était pertinent, où on a dit qu'il faudrait des SHS sur cette question-là. Et il n'y a que 30% des projets qui ont fait ça correctement ou moyennement correctement, bien ou faire. Et le défi 5, je ne sais pas pourquoi, est complètement à la queue. C'est bien pire. Le LEIT, nano-physique, etc., a peut-être le double de proportion. Ça marche. Peut-être qu'on leur en a demandé moins aussi. Il y a peut-être de ça. Mais bon, il y a un gros problème, alors que l'environnement et le changement climatique est très largement un problème social, humain, etc. Les projets n'étaient pas en train de prendre en charge ces dimensions-là. Et puis, la participation des citoyens les deux sont un peu liés. C'est-à-dire, si vous allez faire participer des citoyens, c'est indispensable d'avoir des SHS pour pouvoir travailler avec eux. Et les SHS ont tendance à dire, tiens, il y a des gens là-dedans. Et puis après, quand on voit qu'il y a des gens, on se rend compte qu'il y a des hommes et des femmes. Et tout s'enchaîne. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Julie, pour cette présentation qui était très très claire, en tout cas, sur le rôle de l'Advisory Group, comment vous apportez des conseils à la Commission européenne, comment celles-ci peuvent être après éventuellement intégrées dans les formulations ou pas des appels à projets. Les présentations rapides aussi des nouvelles priorités thématiques, donc ça je pense que ça va vous aider également. Est-ce qu'il y a des questions, des besoins, des clarifications? Bonjour, j'ai trois points de détail que je veux vous préciser. Comment sont recrutés les membres des advisory group? Quelle est leur constitution actuelle? Est-ce qu'elle est publique ou non? Et à quel point du processus d'élaboration du programme de travail de la Commission vous intervenez? Alors, le recrutement, c'est un petit peu comme les experts. Je pense que c'est le pool qu'a la Commission. Donc, ils ont la base de données des experts où ils peuvent aller chercher. Et il doit y avoir une part de, par exemple, le fait que moi j'ai déjà travaillé avec eux, probablement ils me connaissaient. Donc je pense qu'il y a cette espèce d'ensemble entre des gens qui peuvent connaître, les gens dans la base de données, et puis un énorme travail très fin sur l'équilibre. Est-ce qu'on a les différents pays? Est-ce qu'il y a assez d'industrie? Est-ce qu'il y a assez de SHS? Est-ce qu'il y a, etc. Donc je pense que ça doit être un énorme travail en fait de constitution. La liste est publiée et je crois que nos déclarations d'intérêt vont être publiées. Là, on vient de les rendre. La semaine dernière, c'est un resserrement des... on avait signé au départ quelque chose qui disait qu'on n'avait pas de conflit d'intérêt, mais là on nous demande est-ce que vous avez des conflits d'intérêt financiers, etc., etc. Quelque chose de beaucoup plus détaillé. Et alors, la position dans le Work Programme, c'est que on donne, alors donc il y a le grand cadre horizontal 20, on donne nous nos idées dans, alors il y a ce qu'ils appellent, un niveau qui s'appelle des scoping papers, c'est avant les appels à projets qui sont rédigés. C'est en ce moment. Oui. Et c'est en ce moment que ça se passe. Et donc, nous, en amont de ça, on dit des choses. On peut, dans certains groupes, par exemple, le groupe genre va, amplifier ses recommandations et détailler ses recommandations, en particulier au vu des recommandations des autres groupes. Voyez, comme chacun de nous a vu arriver les recommandations, mais c'était vraiment très serré, on avait le même deadline, on va
faire un deuxième rapport qui va être un peu plus détaillé. Mais donc, le processus en cours maintenant est entre cette première vision générale de ce que vont être les work programs et puis la rédaction des work programs. Donc à la fin de cette année, votre travail est terminé? Il est en principe terminé, j'imagine. D'accord. Mais c'est jamais 100% clair, c'est-à-dire quelquefois on nous rappelle en disant bah, tiens, on a besoin de vous sur telle ou telle chose. Par exemple, là, il n'y a pas sur l'agenda de date pour le AG5, l'action climatique, de réunions à venir, mais on nous avait dit a priori à l'automne, on aura besoin d'échanger. On est un peu à disposition, quoi.